Bonsoir à toutes et à tous. Ravi encore de vous retrouver dans ce troisième numéro de Temps d'Afrique que le laboratoire a le plaisir de vous présenter. Cette séance va être consacrée à la situation du Mali, un pays qui est très intéressant du point de vue sécuritaire au vu des implications nationales, régionales et internationales. Je vous présente donc nos panélistes. Je suis avec Béatrice Messa, et qui est enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et membre du laboratoire qui participe aussi au baromètre citoyen de la sécurité. Et on a Virginie Boudet, qui est senior researcher et directrice de la CIPRI, et qui est le Centre Sahel et Ouest africaine, ce programme très important sur le Sahel et sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, je vais commencer par donner la parole à Béatrice Messa, qui va introduire Virginie, et on peut par la suite commencer les discussions. Béatrice, tu as la parole. Merci beaucoup, Khalifa Diop. On est vraiment heureux de pouvoir être ici avec cette troisième émission Temps d'Afrique. C'est mon souhait. Il s'agit absolument de pouvoir véhiculer une réflexion par rapport à notre continent africain, un continent en mouvement dans tous les sens. Et ce laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoir Afrique Diaspora, l'ASPAD, de l'Université Gaston Berger, et nous accompagne évidemment pour cette édition spéciale depuis Bamako. Nous sommes à Bamako, accompagnés de Virginie Boudet, directrice du programme de l'Afrique de l'Ouest et le Sahel au CIPRI. Et donc, l'idée, à partir de maintenant, c'est d'analyser des axes principaux sur cette situation au nord de Mali. Évidemment qu'on doit commencer, Khalifa, par le nord de Mali, parce qu'une des premières questions qu'on se pose suite à plus de 10 ans des opérations de maintien de la paix et qui ont été déjà suspendues, un accord de paix que, a priori aussi, est suspendu, même si ce n'est pas officiel, mais les renouvellements de conflits au nord de Mali avec l'arrivée de la FAMA dans la région d'Azawad, accompagnée par un partenaire qui est la Wagner, nous pose beaucoup de questions sur un processus de négociation qui a démarré suite à ce conflit en 2012 et qui a fini par un accord de paix qui n'était jamais appliqué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait, Virginie? Oui, bonjour. Merci beaucoup, Radifa et Béatrice. Oui, non, donc effectivement, là, c'est une situation qui est très inquiétante au nord du Mali aujourd'hui. Il y a effectivement cette volonté de reprise en main du secteur de la sécurité par le gouvernement de transition, le gouvernement malien, mais aussi cette volonté de de retour de la souveraineté de l'État dans le nord du pays. Donc on n'est pas de retour de cette situation de 2012 avec vraiment des enclaves qui étaient sous le contrôle de groupes djihadistes, mais on a toujours cette situation à Kidal en fait qui n'a jamais changé, notamment depuis 2014. Et en fait, c'est vraiment le symbole là de la volonté de retour de l'État. Et donc un peu toutes les oppositions là se cristallisent avec cette avancée de la colonne qui semble un petit peu arrêtée à Néfis, mais là on nous dit aujourd'hui que la colonne a repris, mais c'est aussi une colonne qui a été attaquée. Donc, on est vraiment en plein cœur de l'actualité, je dirais. C'est pas toujours évident de bien analyser aussi ce qui se passe dans le nord du Mali, parce qu'on a quand même des informations qui sont parfois contradictoires et on a un peu de mal des fois à s'y retrouver. Mais en tout cas, c'est vraiment là le symbole de la volonté de reprise en main du gouvernement malien, en tout cas sur tout le territoire nord-mali. Oui, c'est inquiétant en fait, Virginie, après toute notre expérience empirique sur le terrain avec les acteurs non étatiques de la CMA, la plateforme, mais aussi les groupes armés qui font partie des GNIM, etc. La question aussi qu'on peut se poser, c'est si la voie militaire qui se présente actuellement et qui est le résultat d'un changement de paradigme géopolitique, parce qu'évidemment, on a passé par des opérateurs sécuritaires qui ont fait des soft power, les États-Unis avec son Pan-Sahel, Transsaharian. On a transité des États-Unis à la France, qui a quitté la place aux États-Unis et qui rentre dans le scénario malien avec son hard power, en déployant de forces au nord dans une situation
des crises comme la d'aujourd'hui, parce que nous avons deux drapeaux qui vont se rejoindre, encore une fois, ce drapeau théoriquement djihadiste avec ce drapeau théoriquement aussi sécessionniste. Et donc, on reproduit les mêmes modèles, non, du groupe armé avec du drapeau qui a provoqué l'intervention directe d'un acteur externe sollicité par l'acteur interne qui était le Mali. Donc, voilà, on transite des États-Unis à la France, deux pays qui ont souffert un échec sécuritaire par des raisons qu'on peut développer aussi ensemble, et on se trouve devant un scénario où il y a la Wagner avec la femme qui intervient pour faire un travail qui, a priori, la France, il n'a pas fait comme elle devait faire, parce que finalement, l'État malien, avec les nouveaux régimes militaires, essaye de récupérer sa souveraineté territoriale qui était érodée, avec soutien volontaire ou involontaire des opérateurs internationaux. Et ça, c'est la critique de l'État malien. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous aider à récupérer la unité nationale? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous récupérer la souveraineté territoriale? Bien le contraire, dit l'État malien, après 10 ans, on se trouve devant un état de fait, un état de facto sur le contrôle des groupes armés. Donc, c'est comme ça comment ils vont justifier le retour à la guerre. Mais en revenant à la question de départ, jusqu'à quel point la voie militaire, elle va nous donner des résultats. Parce que qu'est-ce qu'on attend? On attend des vainqueurs, on attend des perdants pour vraiment clôturer un processus de violence qui date, comme tu as dit, depuis bien avant les années 90. Donc, est-ce qu'on va établir un autre processus de négociation possible suite à la guerre? Et moi, je suis vraiment inquiétée, Virginie, parce que je pense que finalement, c'est la violence par la violence qui va donner la réponse. Et ça, c'est une blessure profonde, parce que je pense que c'est un point de non-retour par rapport à une possible réconciliation entre les différentes communautés. Si déjà avant, il y avait cette blessure, si cette problématique, elle était déjà là depuis des années, maintenant, avec une intervention directe et qui aura beaucoup de conséquences de les deux côtés, ça me préoccupe par rapport, en fait, encore une fois, à la question de irréconciliation, parce qu'on aura besoin de beaucoup de générations pour pouvoir, encore une fois, s'asseoir dans une table de négociation. C'est pour cela que je pense, Virginie, je ne sais pas si tu penses la même chose, que nous sommes dans une rupture radicale, non auparavant, même si on a vécu des expériences de violence avant. Non, voilà, une question, commentaire, réponse en même temps. Non, mais il est clair que là, c'est un nouveau processus de rupture dans ce qu'il y avait dans l'accord pour l'appel à la réconciliation. Donc, il est évident que ça va encore laisser des traces et qu'en fait, on n'a aucune idée de ce qui va, de qui va sortir vainqueur, en fait. Pour l'instant, on est vraiment dans deux camps irréconciliables pour l'instant qui se font face. Et chacun attend de prendre l'avantage et chacun veut se présenter en position de force s'il y a un retour des négociations. Mais en fait, c'est clairement un échec. C'est-à-dire que on le sait, hein, toutes les interventions militaires internationales n'ont pas eu le succès qu'on attendait d'elles. Donc ça, c'est vraiment aussi un problème. Mais c'est encore plus profond. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas eu de résultat, mais on a aussi mis de côté l'État malien dans ce processus. C'est-à-dire que quand on a des interventions militaires internationales aussi, l'État n'est plus maître de son territoire. C'est-à-dire qu'on a un pays qui est divisé en hub militaire, en hub sécuritaire, mais en fait, on dépouille aussi l'État de sa propre souveraineté sécuritaire. Donc aujourd'hui, ça, c'est clairement la volonté de reprise. Ça, c'est le fruit aussi, le résultat de ce qui s'est passé pendant des années, et d'autant plus que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que si ça avait permis de stabiliser, d'empêcher des combats, en fait, il n'y a aucune solution politique qui n'a été trouvée. Et donc, en fait, on se retrouve exactement, dans une situation qui est similaire, avec quand même des groupes armés qui ont quand même eu plus de pouvoir avec des autorités intérimaires qui ont quand même permis de renforcer un petit peu aussi leur position dans le Nord. Donc, c'est différent de 2012. Mais on reste encore avec le gouvernement malien qui ne peut pas encore prendre toute la souveraineté sur son territoire. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une situation qui est compliquée. Et on le sait très bien que s'il y a des combats, ce sont les populations civiles qui vont être les premières victimes.
Et donc, on va avoir vraiment, après, encore des violences armées, encore un processus de réconciliation qui s'éloigne, en fait. Et on n'a pas du tout, on a des camps qui ne se parlent pas en ce moment. Et c'est vraiment l'échec aussi de tout ce qu'on a essayé de faire, ce que la communauté internationale essaie de faire depuis 2012, mais peut-être qu'on n'a pas non plus assez laissé la place au Mali. C'est aussi un dialogue qui doit être intermalien entre les Maliens, et peut-être que là, c'est vraiment ce dialogue qui manquait, qui a manqué à l'appel, en fait. Ouais, je viens aimer ce point de comment on est chaque fois plus loin hein, non, de la réconciliation. C'est bien le contraire, et c'est ça la paradoxe finalement, Virginie, parce que malgré tous les opérateurs de maintien de la paix qui se sont installés ici dans ce pays depuis 2012, notamment un opérateur qui est très important, qui était l'opérateur principal de la médiation, Nations Unies à travers la MINUSMA, tout un processus de dialogue, toute l'étape de négociation auquel nous assistons depuis des années au Mali à travers cette médiation internationale. On pensait qu'on était beaucoup plus proche de la réconciliation, mais finalement, je vais mettre les doigts, comme on dit en espagnol, donc vraiment, voilà, je vais accentuer la problématique réelle. Je peux penser de manière très critique en termes sécuritaires, et je peux penser que cette sorte de trêve, pendant toutes ces années de médiation internationale, a servi, comme tout déjà anticipé, à renforcer chaque acteur dans leur structure armée, notamment la CMA, la plateforme, aussi les autres acteurs non étatiques qui ont eu assez de temps pour sophistiquer, si je peux dire, leur armée, pour entraîner, former, adoctriner. Et donc, désolé, mais est-ce qu'il y avait vraiment une pensée de réconciliation derrière, ou est-ce qu'il y avait juste une manière à travers la médiation, à travers ce dialogue théorique, de continuer vers l'autre direction? C'est-à-dire que la guerre, elle était toujours présente. C'était la guerre comme au fond, c'était derrière en fait de la vitrine, non? Et c'est ça en fait l'inquiétude. Et aussi, je pourrais illustrer comment toutes ces années des théoriques médiation a servi pour que chacun se renforce dans leur chaise et dans leur position en attendant ce moment de rupture, la réforme dans le secteur de la sécurité. La RCS, on a aussi énormément discuté, parlé, Virginie à Bamako sur ça, avec beaucoup aussi des acteurs internationaux. Et j'ai l'impression que la RCS, c'était juste un outil géopolitique pour la RCS, pour se consolider, et pour les acteurs non étatiques, pardon, pour se consolider au nord de Mali, en tant qu'acteur souverain de Assawat. Et d'un autre côté, la RCS a été utilisée par l'État malien dans sa logique de récupération de cette souveraineté. Mais encore une fois, ma critique tragique, elle est là. Ces années de médiation internationale, de sécurité internationale, des OMP, des MINUSMA, casque bleu, à quoi sert à aider, je vais aller un peu plus loin, à la émancipation de l'acteur armé et de l'acteur étatique armé. Voilà, c'est toute la logique contraire. Ça peut être un peu, ça un peu son souvenir du travail de notre collègue Pauline, qui a fait une thèse sur la médiation, non, comme moyen d'émancipation. Et je pense que maintenant, on est en train absolument d'illustrer cette réalité empirique, non, Virginie? Une médiation qui contribue à cette émancipation d'une violence qui se banalise d'ailleurs actuellement, non? Ouais. En fait, on voit que ça a gelé les positions, mais ça les a pas du tout, traduites en gains politiques, en fait. On est dans on va revenir à de la violence armée. Et ça, c'est vraiment un échec. C'est un échec de l'aide internationale sur le plan militaire. C'est aussi un échec international sur le plan de la réforme du secteur de la sécurité, sur tous les autres aspects. Finalement, on a gelé les positions des uns et des autres, mais on leur a pas permis d'arriver à un dialogue, et on n'a pas permis la mise en œuvre de cet accord de paix. Donc, c'est aujourd'hui une remise en cause de tout ce qui a été fait depuis 2012, et c'est tragique. C'est tragique parce qu'aujourd'hui, il y a évidemment moins d'acteurs.
Il faut pas non plus sous-estimer peut-être les capacités de l'État et des acteurs maliens, et y compris des groupes armés, hein, à vouloir aussi arriver à une position de dialogue. Hein, mais on verra aussi ce qu'il en est dans les prochaines semaines. Je pense que c'est aussi, on est aussi dans un moment très clé là de la rupture ou non, entre toutes les positions maliennes. Mais voilà, je pense que évidemment cette remise en cause, elle est préjudiciable. Elle est extrêmement préjudiciable aux populations. Elle va être aussi préjudiciable à tous les acteurs concernés. Mais ça appelle à une remise en cause de la manière dont on apporte de l'aide. Et cette volonté de souveraineté, de retour de la souveraineté, elle est quelque part aussi salutaire parce que ils ont été mis de côté. On a apporté des réponses qui étaient aussi des fois toutes faites. On pense que toutes les réformes, elles peuvent se valoir dans n'importe quel contexte. Et en fait, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, on doit aussi maintenant tenir compte de ce qui se passe sur le terrain. Et ça permet aussi une remise en cause de tout ce qu'on a fait depuis des années. Oui, on remise en cause, encore une fois, de tous ces opérateurs et tout ce qu'on a fait à tous les niveaux, parce qu'il n'y a pas que dans les volets sécuritaires, on n'a pas mentionné ce volet développement, qu'on parle depuis l'indépendance, mais oui, on se rend compte que l'entrée est sous-développée plutôt que développée, donc on ne voit pas de toute manière de résultats beaucoup plus concrets qu'auparavant, et la question sécuritaire a fait qu'accentuer ce sous-développement, si je peux me le permettre. Après, je vais aussi à juste faire une critique sur ce volet sécurité par rapport à ce que ces opérateurs ils ont fait. Et parce que en maintenant le contact avec OTEM et OCAP, je pense qu'il faut vraiment faire une différence entre une opération Serval-Vercagne qui n'a pas donné les résultats par des raisons qu'on sait très bien, une des erreurs qui a été commise, c'est justement le fait de s'aligner à des acteurs qui ne sont pas les acteurs de l'État malien, donc, ou bien le manque de partage d'informations en termes d'intelligence, c'est aussi des critiques internes, non, qui a justifié, bien sûr, l'arrivée au pouvoir du président de la République, Sima Goïta, avec tout un soutien populaire important, que je pense qu'il faut aussi situer le rôle de la société civile, parce que la société civile assume maintenant, et ça on pourra parler après, le rôle d'acteur dans l'action publique sécuritaire, ça c'est intéressant. Mais ma question, c'est que les acteurs des UTEM et UCAP qui sont venus pour accompagner les hard power de la France, mais sans être dans la zone de conflit, ils ont voulu juste participer de la formation militaire, de l'entraînement militaire, de l'accompagnement de nos armées nationales, parce qu'on a beaucoup parlé sur la refonte d'une armée nationale malienne ou de nos armées nationales au Sahel comme solution d'ici à un horizon 2030 ou 2040. C'est la première fois qu'effectivement, on va venir avec des programmes pour accompagner nos armées dans ce cadre de réforme sécuritaire. Et donc, c'est aussi étonnant qu'on a tout emballé, non? Donc, on a tout emballé, donc suspension de Berka, mais aussi des opérateurs qui sont derrière, que plutôt on fait une mission beaucoup plus noble. Et donc, EUTEM et EUCAP, ils revendiquent la continuité dans les scénarios maliens, officieusement, parce que finalement, c'est des partenaires de l'Union européenne. Donc, mais ça, je pense que, je ne sais pas si je peux me permettre de dire qu'il fallait faire une séparation, parce qu'on a besoin absolument de continuer dans cette formation des armées, si on veut constituer des vraies armées, et éviter de faire le recours tout le temps à la milice, parce qu'une des erreurs aussi de notre État malien, c'est qu'on a préféré prioriser sur la notion de la milice plutôt que d'une armée régulière en tant que telle. Et bon, je pense que ça aussi, c'est à réfléchir, non? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va tout mettre sur le nouveau partenaire. Pourquoi tout emballer et pas diversifier le partenariat stratégique, non? Bon. En fait, nous, on a travaillé sur les missions EUTM au CIPRI. En fait, je pense qu'il y a quand même eu un apport très positif d'IETM, notamment sur les capacités de l'armée malienne, hein, notamment juste après 2012-2013, où l'armée était quand même en moins bon état qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Mais ce que disaient les partenaires maliens, c'est qu'à l'origine, ils étaient écoutés par les partenaires européens dans leurs demandes, dans les besoins, mais qu'ils ont perdu un peu cette écoute. Et ça revient vraiment à toute cette question de souveraineté aujourd'hui, hein, qu'on entend, et de la société civile et du gouvernement, etc. C'est aussi le besoin d'être des partenaires des pays européens. C'est-à-dire qu'ils ont des attentes, mais ils veulent qu'on les écoute. Et les principales critiques de l'état-major, c'était de dire, oui, mais en fait, on ne nous écoute pas. Nous, on souhaiterait des formations dans tel et tel domaine et on nous impose des formations dans d'autres domaines. Et donc ça aussi, on n'a pas assez écouté. Et je pense que c'est aussi une remise en cause de la manière dont on apporte l'aide. En fait, et c'est exactement les revendications aussi non seulement du Mali, mais du Niger ou du Burkina Faso. Nous sommes des États souverains et nous sommes des partenaires des États européens. Et donc, ça fait partie de ça. Et donc, il y a eu beaucoup de... Donc, en fait, je pense que la volonté de remettre en cause EUTM et EUCAP, elle n'est pas du tout aussi importante que ce que ça pouvait être vis-à-vis de Barkhane ou de la MINUSMA. Mais c'est aussi un besoin de travailler avec. Et ce qu'on entend aujourd'hui avec Wagner et ce que nous, on entend dans nos enquêtes de perception, c'est Wagner est dans les véhicules avec les FAMA, c'est-à-dire qu'il travaille avec les FAMA, ce qui n'a jamais été le cas pour les autres forces. Donc pour les populations aussi, c'est qu'ils soutiennent les FAMA. Ils apportent de l'équipement, ce que ne faisait pas, pour de multiples raisons, hein, l'Union européenne, mais dans les perceptions, dans ce que les gens voient, constatent, c'est un appui qui est beaucoup plus fort, ou beaucoup plus visible en tout cas. Et donc, ça fait partie aussi maintenant, voilà, c'est que c'est plus accepté. Ça ne veut pas dire que les ça va donner des résultats. Mais... Exactement. Ou que ça ne fait pas peur. Hein. Les comportements de Wagner sont évidemment très, très critiqués et très dénoncés par les populations. Ils en ont peur. Mais ils constatent aussi que ce sont des partenaires différents avec l'État malien. Et ça, c'est très, très important aujourd'hui dans la conscience collective, dans les rapports que les États occidentaux, mais pas seulement, peuvent avoir avec les États sahéliens. Ça fait partie de toutes les réclamations. Ce discours souverainiste, il est aussi fondé sur des aspects qu'on a négligés, nous, en voulant, nos États, en tout cas, en voulant apporter du soutien. C'est intéressant parce que aussi, à travers le laboratoire de l'ASPAT, on arrive à une conclusion pareille, Virginie, par rapport à la perception de la population. Voilà, le nouveau partenaire de Mali fait ce travail que la France n'a pas fait et que les autres n'ont pas fait, non? Après, on peut effectivement, d'ici à quelques mois ou dans les prochaines années, on ne sait pas ce qui va se passer, faire une critique aussi par rapport à la façon dont on intervient militairement dans la région, qui a des conséquences très graves. Et je pense qu'une des conséquences plus importantes, c'est évidemment toutes nos déplacés, toutes nos réfugiés. Et là, il y aura aussi des réflexions de la recherche et pour nos acteurs aussi dans l'humanitaire. Évidemment qu'il y a une fuite des personnes de toute la région du Nord, vers l'Algérie, vers la Mauritanie, vers le Sud. Et ça, c'est d'autres dynamiques aussi à réfléchir par la suite, non? Mais en revenant et en finalisant sur la dimension strictement sécuritaire, il y a comment, je pense que pour moi, une des conclusions possibles, non? Comment le Sahel devient absolument ce laboratoire de sécurisation, non? Et donc, de sécurisation de la part des acteurs régionaux, des acteurs internationaux. Et finalement, je pense qu'on n'a pas trop pensé à notre citoyenneté. Parce que s'il y a une victime réelle actuellement dans les scénarios maliens ou dans les scénarios voisins, c'est absolument la citoyenneté. C'est cette citoyenneté que pour la première fois, une organisation comme la tienne, Virginie, il est dans la parole, listen to us, écoute-nous, c'est ton rapport avec ton équipe. Vous avez beaucoup travaillé sur le centre de Mali. Et je pense que c'est le moment de s'approprier absolument dans le volet sécuritaire de la voix de la citoyenneté qui a des observations, qui a des opinions et qui vont assumer un rôle de, pas seulement d'observateurs, mais aussi d'acteurs. Et là, c'est fondamental de mettre les citoyens dans le centre de l'agenda, dans son action publique sécuritaire. Parce que la principale critique de nos OMP et tous les opérateurs en général, à qui on s'adresse finalement? Un opérateur qui vient
c'est normalement pour protéger la citoyenneté, pour protéger la population, c'est le destinataire final. Mais on a vu qu'effectivement, ça restait par là, mais ça ne descend pas. Et c'est là où j'imagine que tu pourras nous dire énormément de choses sur Listen to Us. Qu'est-ce que nos communautés belles de Massina nous dit dans ce rapport que CIPRI a mobilisé pendant quelques années, 2019-2022, si je ne me trompe pas. Non. Et après, voilà, j'aimerais bien aussi partager avec toi nos résultats de notre tour de perception. Merci. Ouais. Non, absolument. Donc, nous avons mené des enquêtes de perception pendant 4 ans sur un financement de l'Union européenne et on a interrogé un échantillon de 1800 ménages tous les 3 mois, donc pendant 4 ans. Et puis, on a complété évidemment toutes ces enquêtes par on a conduit également plus de 700 entretiens qualitatifs et groupes de discussion. Donc, on a un énorme corpus de données. Et en fait, ce qui ressortait évidemment, l'idée, c'était de donner la parole aux populations. En fait, ce qui est important, c'est qu'en fait, ce sont les acteurs fondamentaux auxquels sont destinées toutes les politiques, que ce soit l'État ou les politiques internationales d'aide. Et en fait, ce qui est très frappant, c'est que il y a un soutien à la reprise en main, par exemple, du secteur de la sécurité par les États. C'est-à-dire que les populations considèrent que c'est de la responsabilité de leur État. Et quand on leur demande qui sont les principaux acteurs de la sécurité, en premier vient chaque citoyen. C'est-à-dire que chaque personne se place d'abord au cœur de la sécurité, de sa propre sécurité, mais aussi comme acteur pour aider l'État à s'en sortir. Parce qu'en fait, on le sait très bien, là, les populations dans le centre du Mali, mais aussi aujourd'hui dans le nord, elles sont vraiment des victimes, les premières victimes de tous ces groupes armés terroristes. Et donc, c'était très frappant de voir combien les populations soutiennent les États dans leur volonté de reprendre en main le secteur de la sécurité, de mener des actions. Et on a très bien vu, en fait, que le redéploiement des FAMA dans le centre du Mali à partir de décembre 2021 a coïncidé avec un regain d'optimisme des populations. Le redéploiement avec des patrouilles qui sont plus visibles, c'est très frappant pour elles. Ça les réconforte, en fait, que l'État est en train d'agir pour elles. Et ce qu'on entendait comme principale critique des toutes les opérations de maintien de la paix, enfin de la MINUSMA ou de Barkhane encore plus, c'était ils n'interviennent pas. On les appelle, ils n'interviennent pas. Ils sont pas là pour nous protéger. Et comment est-ce que ces missions, en fait, peuvent oublier les citoyens à ce point, en fait? Et comment la perception des populations peut être, non, mais on les appelle, mais ils ne viennent pas. Alors, évidemment, il y aura jamais un commissariat ou un déploiement d'un bataillon, qui soit international ou national dans chaque village. Mais le manque ou la perception de ne pas être écouté, la perception de ne pas être protégé était très fort. Et aujourd'hui, avec plus de patrouilles, on le voit que les conséquences, en tout cas sur les perceptions, étaient très fortes. Et quand il y a un déploiement d'un bataillon dans un cercle ou dans un village, on le voit très bien que les populations ont confiance. Et ce qui est très paradoxal quand on connaît aussi toutes les exactions qui sont commises par les forces armées, par tous les groupes, par les milices, par les groupes d'autodéfense, par les groupes armés terroristes. Mais il y a quand même ce besoin de protection. Et donc, c'était vraiment très intéressant de voir combien les déploiements, plus de patrouilles, plus d'interactions permettaient aux populations de reprendre un peu espoir. Voilà. Après, ça veut pas, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines, hein, donc c'est aussi très très fort. Mais c'est le soutien des populations à l'État, et c'est vraiment une demande très forte d'État. En fait, c'est ça qui est aussi important à prendre en compte dans la définition des politiques d'aide. Hein. Il faut soutenir les acteurs nationaux à aider à développer des actions de développement, enfin à avoir des projets de développement, à apporter la sécurité. Mais ça doit aussi être
la visibilité, elle doit être donnée aux acteurs nationaux plus qu'aux acteurs internationaux. Et ça, je pense que c'est vraiment très fort. Mais on l'a vu, que ce soit pour le développement socio-économique, mais aussi dans la gouvernance. Voilà. Et non seulement il y a eu un déploiement des forces armées, mais il y a aussi un redéploiement des préfets, des sous-préfets, avec des nominations qui sont intervenues en septembre 2021 et puis aussi en 2022. Et le fait aussi de redéployer des préfets, des sous-préfets, quand bien même aujourd'hui, certains ne peuvent pas résider sur leur lieu de travail parce qu'ils sont menacés, mais ils résident dans les chefs-lieux, ça a aussi un impact très important sur les populations. Non, c'est intéressant parce que tu cites aussi la notion de la confiance, non? D'abord, je pense que le force de l'armée malienne, il faut qu'il récupère la notion de la confiance, des faiblesses historiques depuis surtout suite à Modibo Keïta, non? On va dire, l'armée a commencé à rentrer dans une dégradation de confiance par rapport aux mêmes. Et donc, effectivement, c'est dommage penser qu'il faut qu'un acteur international vienne pour fournir cette confiance, parce que la confiance, il faut la engendrer à l'intérieur. Mais au-delà de ça, ce qui est vrai qu'on croyait dans un moment donné que un opérateur comme U5 Sahel pouvait servir pour faire un transfert de la question sécuritaire de haut vers le bas. On a vu que, encore une fois, c'était un mécanisme plutôt géopolitique que de terrain, qu'on périt, parce qu'il n'y avait pas des actions réelles sur le terrain. Donc, on a aussi souffert cet échec par rapport à la refonte de cette armée avec cette incorporation de la notion d'une confiance, parce qu'on a vu qu'il y avait surtout un sentiment de peur. Donc, maintenant que nous sommes dans ce partenariat qui peut réveiller la notion de la confiance, surtout vis-à-vis d'une population qui nécessite se sentir protégée. Et je pense que c'est très nouveau pour nous aussi en tant que chercheurs. On ne peut pas évaluer tout de suite. On doit attendre quelques années parce qu'on ne sait pas vraiment quelle sera la nouvelle doctrine militaire, quelle nouvelle culture de défense ou sécurité il va se mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis, Virginie, de voir si avec cette arrivée de ces forces-là, effectivement, il y aura une population que c'est dit, je veux être représenté par cette armée. On parle du sud et des centres, parce que si on va vers le nord, évidemment que c'est notre logique, parce que là, la légitimité de la CMA, de la plateforme, elle est claire par rapport à leur propre population, Touareg et arabe, et je pense que ça, c'est un autre débat, encore une fois, de représentativité de l'armée nationale, de la police de proximité, de tout ce qu'on est en train de dire depuis des années. Bon, maintenant, cette confiance... Et je voulais juste ajouter par rapport au résultat de ta perception qui nous rejoint par rapport aux résultats de notre baromètre des contrôles citoyens dans lesquels la population, si de manière très claire, Virginie, on ne se sent ni protégé ni menacé depuis plus de 10 ans. Pire, il y avait plus de 50% d'une population de 600 enquêtes qu'on a fait sur le terrain. On se sent beaucoup plus en sécurité. C'est-à-dire qu'en produisant de la sécurité, on ne produit pas de la sécurité parce qu'on produit de l'insécurité. Et ce sentiment, c'est la vraie tragédie, non, de la situation par rapport au Sud, et tout confirme par rapport aussi les centres de Mali. Donc, on va voir effectivement s'il y a une transition vers ce sentiment. Mais je voulais aussi ajouter, et je te donne la parole tout de suite, que même si je dis que dans le nord de Mali, effectivement, la population elle peut se sentir représentée par ces élites politico-militaires, il faut aussi quand même dire qu'il y a beaucoup de désaffection. Parce qu'on a vu une souffrance d'une population qui a dû payer beaucoup de taxes par rapport à tout. Il y a un génie qui vient et qui oblige une taxe, il y a un sémien qui oblige une taxe, Et je pense que ça, c'est aussi une critique par rapport à nos groupes armés, une imposition des taxes, et donc ça a porté préjudice par rapport à la confiance qu'on pense que c'est très clair, mais et aussi qu'est-ce qui a fait nos groupes armés au nord de Mali pendant toutes ces années pour développer aussi la région, non? Ça, c'est une question qui me tient au corps parce qu'avec toutes ces cumuls d'économies parallèles, avec toutes ces forces économiques à côté, avec une agenda économique florissante qui vient à travers des différentes formes économiques, je ne vais pas rentrer dedans,
la population se dit, voilà, qu'est-ce que vous faites par rapport à nous, hein? Et donc, est-ce que cette faiblesse du Nord, elle pourrait être utilisée par le centre pour ce que tu dis, pour développer par la suite? Il ne s'agit pas que d'intervenir seulement, sinon que je vais intervenir militairement, mais attention, mon peuple, que je vais accompagner ce processus d'un nouveau processus de développement, surtout dans des parties de contestation populaire classiques. Ça, c'est une jolie réflexion, Virginie, que j'ai bien aimée et que, voilà, bon, je sais pas si… En fait, nous, on vient aussi de mener une enquête dans le Sud. Les populations critiquent aussi les faibles investissements de l'État. En fait, c'est pas, alors il n'y a pas l'insécurité qu'il y a dans le centre et dans le nord, mais on n'est quand même pas non plus dans des régions très développées par rapport au nord et au centre. Donc c'est aussi à prendre en compte. Je ne sais pas s'il y a des. En fait, c'est aussi la solution, elle sera pas militaire, hein. De toute façon, là, on va probablement vers un affrontement très grave entre l'État, entre l'armée malienne et les groupes signataires, probablement le JNIM. Enfin, donc ça va être très différent des accrochages qu'il y a dans le centre du Mali avec les groupes armés, avec les groupes armés terroristes. Donc, on va vraiment être dans une autre dimension. Ça va probablement aggraver la rupture entre le centre, le sud et le nord du pays. Il y a aussi une très forte méconnaissance de l'accord de paix. Ça, je pense que c'est démontré dans plein d'enquêtes. Hein, c'est que les gens du sud et du centre ne connaissent pas l'accord de paix. Pour eux, ça ne s'applique pas à eux. En fait, ça a aussi été très mal expliqué. Donc, en fait, il n'y a pas de reconnaissance, ou il n'y a pas les populations ne se reconnaissent pas du tout, en fait, dans ce qui va se passer dans le Nord. Et c'est aussi une rupture ça favorise pas, je veux dire, l'unité ou la conception malienne de la souveraineté de l'État. Donc ça, c'est aussi très important. Mais aussi, ce qu'on voit quand on interroge les populations, c'est que certes, l'insécurité, c'est évidemment un des problèmes majeurs aujourd'hui, mais il y a aussi l'insécurité alimentaire qui est importante. Il y a aussi le manque de travail, le manque d'opportunités économiques. En fait, c'est non seulement un État là qui va produire de la violence, mais c'est un État qui ne produit pas de développement non plus. Donc, quelles sont les options, les opportunités pour un jeune aujourd'hui qui vit dans le centre du Mali ou dans le nord du Mali? Donc, voilà, l'État choisit la voie militaire pour reconquérir le Nord, mais c'est aussi lié à la présence d'acteurs qui sont des années 90, hein, pour ne pas nommer le Premier ministre, donc qui ont aussi qui ont cette volonté d'en découdre avec le Nord, si je peux m'exprimer ainsi. Mais la solution, elle va aussi être de développer, d'offrir des opportunités aux jeunes. Pour ne pas les encourager à joindre des groupes armés. Et là, on voit, je pense qu'on peut dire que dans ce qui se profile aujourd'hui dans le Nord Mali, c'est les populations civiles qui vont être les grandes perdantes, qui vont être qui vont subir les violences, et probablement le JNIM qui va prendre plus de force, en fait. C'est malheureusement, c'est probablement le scénario auquel il faut s'attendre, qui est peut-être le plus probable aujourd'hui. Non, ça me fait penser à la notion aussi de la stabilité, non? Aussi, on croit que la stabilité de Mali, elle doit passer par une solution sécuritaire et strictement sécuritaire, qui effectivement, toi qui te connais très bien toute l'architecture d'un État, hein, en Afrique, notamment à partir de Mali, je pense que plutôt que parler d'une stabilité à partir d'une résolution de conflits, effectivement, on pourra parler d'une stabilité à partir de l'installation d'un autre modèle économique. Dès là que je pense que le débat sur la révision du code minier, même s'il est très délicat, c'est important. Parce que je pense qu'une des nouvelles donnes, c'est justement ça, le fait que le nouveau régime est en train absolument de revoir certains mécanismes une des principales sources de ce pays, qui est l'or. Et donc, ça va resituer aussi les acteurs qui font partie d'un sous-développement, si je me permets de dire en tant que scolaire très critique avec la question sécurité, parce que
tu le sais aussi, qu'est-ce qu'on fait avec le développement communautaire à partir d'une zone où il y a des compagnies minières très importantes et on a une expérience déjà de 30 ans, 40 ans d'exploitation et de recherche de l'or. Et c'est encore flagrant que dans certaines localités qui sont complètement occupées par des compagnies importantes minières, il n'y a pas une infrastructure normale. Et là, si une société minière te dira, c'est pas notre responsabilité, notre rôle, parce que je suis pas ici pour développer. Ça, c'est critiquable aussi, non, Virginie? Et d'un autre côté, on dit, qu'est-ce qui fait l'État par rapport à ses recettes de cette exploitation minière dans laquelle aussi l'État il participe avec un pourcentage. Ça aussi, je pense que ça va commencer à se dévoiler parce qu'avant, dis-moi que ça fait plus de 20 ans que toi ici, la question de l'or, on ne parle pas, mais maintenant, je sens que ça commence à s'en parler beaucoup plus, non? Il y a ce vrai débat autour de ces sujets et je pense que ça ne va pas seulement concerner le Mali, ça va concerner le Niger, ça va concerner le Burkina Faso avec cette nouvelle alliance. Donc, une agenda commune des 3 alliances, ça va être leur, même si Mali est le plus rentable dans ce sens, et ça pourrait aller ailleurs. Donc, on peut penser d'ici à 2040 à un autre agenda, une transformation progressive d'un modèle économique ou non, non? Bon. Non, absolument, mais c'est la réforme du code minier, elle est nécessaire, hein, elle est vraiment indispensable pour qu'il y ait une reprise en main aussi de ce secteur, en fait, qui se développe en dehors de l'État. Et donc, c'est très, très important. Ce qui est complètement pas normal que des agents de l'État ne puissent pas rentrer dans des mines d'or, par exemple, que l'accès leur soit refusé. Donc, il est vraiment très, très important qu'il y ait un code et qu'il soit respecté. Et donc, comme je le disais, nous, on vient d'enquêter dans les serres de Kangaba, Kalandiéba et Kéniéba. La gestion des sites d'orpaillage par l'État est très critiquée. Il n'y a aucune infrastructure dans ces régions, alors que ce sont des régions qui peuvent être potentiellement riches. On n'a aucune idée des quantités d'or, mais je veux dire, c'est quand même des régions qui auraient des ressources. Et les populations critiquent le fait que, en fait, elles ne voient pas la couleur de l'argent de l'or. En fait, il y a pas de route. Les routes sont très délabrées, ce qui évidemment complique les échanges économiques. Les produits sont extrêmement chers dans ces régions-là parce qu'ils viennent de Bamako ou d'autres régions et que les populations payent cher parce que le transport est très coûteux. Donc en fait, c'est vraiment très important aussi que tous les secteurs économiques soient pris en compte et soient développés. Et bon, moi, je suis vraiment sur l'importance de soutenir l'acteur étatique pour permettre le développement. Il y a évidemment les communautés qui jouent des rôles très importants, mais il est aussi important qu'il y ait des règles et que ces règles soient respectées par tous les acteurs. Et il y a beaucoup de critiques aussi des acteurs internationaux qui gèrent les mines et qui ne passent pas par l'État, qui transforment, qui ont un permis de prospection et qui le transforment en permis d'exploitation, alors qu'elles n'ont pas forcément eu l'autorisation de l'État. Donc, c'est aussi de la responsabilité des acteurs aussi internationaux de ne pas contourner l'État systématiquement et aussi de respecter les règles. Donc, je pense qu'il y a aussi une reprise en main qui est très nécessaire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'attentes dans le secteur minier et notamment pour les populations qui attendent aussi des infrastructures, des écoles. Et en fait, ce sont des régions. Donc, je disais, on parle vraiment du nord et du centre, hein, mais le sud est aussi beaucoup de non-scolarisation des enfants parce que les parents vont travailler dans les mines et que les enfants restent gardés les plus petits à la maison. Voilà, ce sont des situations qui sont aussi très compliquées et qui sont aussi à prendre en compte. Donc, il y a vraiment voilà, beaucoup d'actions de développement, en tout cas, qui sont à prévoir. Et je pense qu'on a fait le tour, qu'on a bien réfléchi sur toutes nos problématiques d'un pays qui a énormément de défis. C'est pas que la question sécuritaire, on a parlé de la sécurité alimentaire, on a parlé de la sécurité citoyenne, on a parlé de la sécurité sociale, on a parlé de la sécurité économique et donc en espérant bien qu'on pourra penser
rentrer beaucoup plus dans des étapes de paix, revenir au moins à cette période d'avant où on a bien profité des étapes plutôt de paix que de violence, et pas maintenant qu'on est rentré dans une spirale incessante de violence. Au moins savoir qu'on aura beaucoup plus des espaces de trêve que les violences. Je pense qu'arriver à ce point-là, ça sera déjà un succès pour le Mali de demain. Merci beaucoup, Virginie Boudet, pour ce dialogue franc, honnête, d'une femme bien expérimentée dans un scénario comme celui-là de Mali. Merci pour tes analyses, pour ton travail, pour ton rapport et pour tout ce que tu as dans tes mains d'ici aux prochaines années. Encore une fois, bienvenue au Temps d'Afrique. À bientôt Merci beaucoup. dans cette nouvelle émission. Merci beaucoup. Merci.